pas avoir peur d'entreprendre. Pour gagner, il faut apprendre à perdre. C'est un défaut majeur de la France. Je suis un homme mystique. La médecine, quand elle est bien faite, est une ouverture au monde magnifique. Le savoir, il vient par hasard. Soit tu es au courant tu es au courant du problème et tu as le droit de donner ton avis, soit tu ne connais pas le problème et ferme ta gueule. Tout ça, ça m'a toujours paru de la foutaise, quoi. On a besoin de personnes de confiance. À la croisée de la science et de la foi, le docteur Max Amor, cardiologue visionnaire, a consacré sa vie à repousser les limites des techniques médicales, porté par une quête inlassable d'innovation et d'humanité. Dans cet échange intime, il partage avec nous ses inspirations, ses doutes et les convictions profondes qui l'animent. Préparez-vous à rencontrer un esprit libre, un explorateur du cœur au sens propre comme au sens figuré. Merci d'avoir accepté cette interview et je souhaiterais pour la démarrer que tu puisses te présenter en 1 minute pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Je suis un médecin cardiologue en fin de carrière. Je suis né au Maroc, que j'ai quitté dans l'enfance, comme beaucoup de Français de souche marocaine. Et j'ai fait mes études en France. Je n'ai pas spécialement été attiré par la médecine. J'ai fait la médecine parce que c'était une discipline commode à mon époque. On pouvait préparer ses études et puis travailler à côté, gagner sa vie. J'étais un boursier de l'État. Donc il a fallu que je paye mes études. J'ai été, je dis, attrapé par mon métier, quoi. Je m'y suis assez vite ennuyé. J'ai été d'abord pneumologue et j'ai trouvé que la spécialité était ennuyeuse. J'étais souffrant enfant, donc ma mère avait l'habitude de m'amener quasiment tous les samedis chez le médecin, quoi. Donc en fait j'ai côtoyé la médecine très tôt en tant que malade. Et en fait j'ai découvert l'univers médical assez tôt avec différents gestes que j'ai dû subir dans mon enfance. Si bien que quand j'ai été un peu plus âgé, j'ai baigné dans la médecine, mais en tant que malade, quoi. Et il y avait chez ma mère toujours une admiration des médecins. Donc peut-être que cette relation à la mère m'a amené à faire de la médecine. Et ton papa était dans la chaussure, non? Exactement. C'est Mon ça. père était commerçant. Il avait un magasin de chaussures au Maroc qui s'appelait Au Pied Mignon. C'était des noms de magasins comme on les faisait à l'époque. Dans mon milieu, l'étude était très importante. Pour ma mère et mon père, l'instruction, comme on disait à l'époque, était quelque chose de fondamental. J'ai passé l'internat des hôpitaux assez facilement. J'étais interne. L'internat, on a une spécialité de choix, c'était la pneumo. Et de la pneumo, j'ai été faire de la cardio. Et la cardio aussi, c'était bizarre, j'ai vu que le système médical hospitalier était pour moi démodé. C'est-à-dire? Il y avait encore ce mandarinat, cette chape de plomb qui s'exerçait, cette autorité qui venait du haut, et le fait que le savoir se communiquait un peu mieux que ce qui se communique aujourd'hui, mais avec beaucoup de difficultés. J'ai pas été très satisfait de la façon dont les études de médecine se déroulaient en France. Donc dès que j'ai terminé mon internat, j'ai attendu mon poste de clinica, et je suis parti 1 an aux États-Unis, à Boston, à Harvard, et là j'ai vécu une autre façon de travailler. Et donc à Harvard, qu'est-ce que tu as appris J'ai appris la nouvelle technique de médecine nucléaire qui était balbutiante en France, qui n'existait quasiment pas. J'étais dans le service de Strauss et McKusick. J'ai appris sur la simplicité, le fait que des grands patrons dont un va devenir Nobel étaient des gens extrêmement abordables. Cette expérience américaine ne t'a pas donné envie d'exercer la médecine aux États-Unis? Si, mais j'étais déjà marié, ma femme n'a pas voulu que nous restions là-bas. Le poste que j'avais était à Birmingham, avec celui qui a été mon patron, qui s'appelait Post, qui va devenir le fondateur de la Société américaine de résonance magnétique, avec qui j'ai gardé de très bonnes relations, mais c'est ce qui m'a créé mon réseau aux États-Unis, quoi. C'est vraiment, ça a été important. Donc pour moi, pour les Américains, c'était naturel de faire de la médecine et de l'entreprise. Alors 87-88, retour en France à Nancy? Oui, à Nancy. À Oui, Nancy, à d'accord. Nancy. Où tu avais fait tes études également Oui, j'avais fait mon clinica, j'avais avancé mon assistanat. Et puis à ce moment-là, j'ai commencé, c'était les techniques de cardiologie interventionnelle qui balbutient, les premières dilatations. Je commence à m'y intéresser et je commence à voir que les systèmes que j'utilisais n'étaient pas tout à fait adaptés, quoi.
Et là, je me suis posé la question de savoir comment on pouvait modifier. Là, tu étais en exercice J'étais à l'hôpital. à l'hôpital, d'accord, J'étais à hôpital l'hôpital, public. à l'hôpital, mais je travaillais samedi, dimanche et le soir sur ces projets à Développer ce côté, projet-là. parallèles. J'ai réussi à trouver un peu de financement pour faire des prototypes, ce qui étaient des prototypes. Et là, je me suis aperçu que ce qui était facile aux États-Unis était quasi impossible en France. C'est pas dans l'habitude des Français qu'on sorte des rails. C'est pas dans l'habitude des Français qu'on tente quelque chose d'autre. Et la France est malade, elle est malade, et je pense que c'est vraiment malade, du scepticisme critique. C'est un défaut majeur de la France. C'est-à-dire qu'on pense qu'on est intelligent parce qu'on doute. Mais non, parce qu'on doute, c'est qu'on n'est pas compétent. On doute parce qu'on ne sait pas. Parce que si on savait, on donnerait une réponse. Alors cette façon qu'on a, comme disent les Américains, paralysis by analysis, la paralyse par l'analyse, fait que les gens ne tentent pas grand-chose ou qu'ils sont vite dissuadés de tenter quelque chose. Donc quand j'ai commencé, les gens commençaient à s'informer sur ce que je faisais, est-ce que j'étais légitime pour le faire, est-ce que c'était une bonne idée. Et on voyait que rien n'existait. Je me rappelle toujours de ce banquier qui m'a dit, j'en ai parlé à ma pharmacien de Lunéville, il pense que c'est pas une bonne idée. Et c'est très rigolo parce que aujourd'hui, je fais partie du board d'autres sociétés que j'aide en tant que business angel. Et bon, les choses sont un peu plus faciles, mais je vois qu'elles restent toujours aussi difficiles en France. Parce qu'on me disait que la médecine française était la meilleure du monde, ben je pensais que toutes les autres disciplines suivaient ce parcours. Eh bien non, je me suis aperçu qu'en matière plastique, on était en retard. Je me suis aperçu qu'en micromécanique, on n'était pas bon. Je me suis aperçu qu'en électronique, en microélectronique, on n'était pas bon. Et qu'il fallait chercher des compétences ailleurs, en dehors de ce pays. La mise en œuvre que je pensais plus pratique, parce que je me suis dit, ben, c'est fabuleux, on a l'hôpital, on va pouvoir développer à côté de l'hôpital une structure industrielle et de prototypes. Je me suis aperçu que non, c'était un très mauvais choix. Donc il a fallu vaincre toutes ces résistances. Ça a demandé beaucoup de travail. J'ai fait ça pendant de nombreuses années où j'ai maintenu à la fois une activité médicale et une activité, je dirais, industrielle. Alors effectivement, je suis parti, j'ai plongé dans l'industrie pendant 2-3 ans, où j'ai fait que de l'industrie. Puis les malades m'ont manqué. Je suis revenu aux malades par, le, par le fait que je voulais réexaminer des gens, aider des gens et travailler. Donc en fait, ça a été vraiment cette fois-ci une activité de plaisir. Je vois un objet, je me dis, voilà, il me permet d'accéder à telle artère. Est-ce qu'on ne peut pas, avec ça, faire autrement, aller plus vite? Une remise en question systématique en fait de l'outil. Je ne suis jamais satisfait de ce que je fais. Et je considère, donc je dis, voilà, cette intervention, elle se fait en 14 temps opératoires, en 14 temps. 1, 2, 3, 4, 5. Et souvent, ben, de temps en temps, l'étudiant ou le médecin, mais ils sont déjà des médecins, me disent, mais est-ce qu'on ne peut pas la faire comme ça autrement? Alors, en général, je dis non. Non, c'est comme ça, j'ai. Mais de temps en temps, je dis, bah, si vous pensez que c'est comme ça, on va essayer. Et j'accepte de lui montrer qu'en fait, il va arriver lui-même à une impasse. On a essayé déjà pour lui, et que ce que je fais, c'est le résultat d'une expérience de nombreuses années. Voilà, donc. Alors de temps en temps, je leur dis, bah, dites-moi ce que vous en pensez. Ah non, non, je ne peux pas vous dire, docteur, parce que vous savez trop de choses. Non, mais en fait, bon, cette jeunesse, elle vient stimuler ta connaissance, elle vient la mettre à l'épreuve. Je suis un homme mystique. Je me demande quelle est la place de l'homme dans la société et dans l'univers. Donc, Tu n'as pas trouvé la réponse. je sais au moins une réponse, c'est que l'homme est là pour réparer le monde. Bien. Et moi, mon rôle de médecin, c'est de réparer les gens. Et en les réparant, qu'ils vivent mieux, qu'ils vivent bien. Puis une anecdote, je ne sais pas pour m'en vanter, par exemple, j'ai opéré ma mère 3 fois. Mais j'étais content parce qu'en fait, j'ai vu ma mère rayonner après, faire des fêtes avec ses petits-enfants. Et pour moi, c'était l'expression de ce que je fais dans mon métier. C'est-à-dire redonner aux gens le goût de la vie. Un conseil principal à donner aux médecins qui démarrent leur carrière aujourd'hui
pour être pleinement épanouis dans leur métier? Il ne faut pas avoir peur d'entreprendre. La médecine, quand elle est bien faite, quand elle est bien étudiée, est une ouverture au monde magnifique. Donc vous avez un réseau énorme de sous-spécialités qui vous permet de vous étendre en permanence. Donc il ne faut pas avoir peur. Et la deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas penser, je crois, et ça mais je le vois, que le savoir qu'on a acquis est définitif. Il faut réserver au moins 1 heure par jour à de la lecture de choses nouvelles. Et puis à lire des choses difficiles à lire. Il faut prendre une phrase de temps en temps et la relire 3 fois pour essayer de la comprendre. Donc cet effort-là intellectuel est quelque chose d'extrêmement important. Il y a un terme que les Français n'utilisent pas beaucoup qui s'appelle le serendipity, c'est-à-dire la possibilité qu'on a de saisir des choses et d'en faire usage. C'est l'exemple de Fleming qui tombe sur des champignons et qui s'aperçoit que ces champignons-là et ce qu'il a à côté peut avoir une valeur médicale et c'est comme ça qu'il a découvert la pénicilline. Le savoir, il vient par hasard. Est-ce que tu penses que le hasard y est pour quelque chose ou est-ce qu'il n'y a pas aussi une part d'intuition de la part du chercheur? Il y avait le grand philosophe Bachelard disait dans le champ d'expérimentation, le hasard favorise les esprits bien préparés. Les Américains sont enthousiastes. Ils disent let's do it. Mais nous, on a notre défaut majeur, c'est paralysis by analysis, la paralyse par l'analyse. L'enthousiasme, c'est celui qui permet d'entreprendre. Quand tu discutes à fond avec des Américains, ils te disent soit tu es au courant du problème et tu as le droit de donner ton avis, soit tu ne connais pas le problème et ferme ta gueule. Mais le français, même s'il ne connaît pas le problème, il parle quand même. Max, parlons un petit peu de patrimoine. Est-ce qu'à un moment dans ta carrière, tu t'es inquiété de préparer ta retraite? Comment les choses se sont faites? Est-ce que ça s'est fait naturellement? Moi, j'ai toujours investi mon travail. J'ai jamais eu peur d'investir dans mon outil de travail, jamais eu peur d'investir dans un nouveau projet, j'ai jamais eu peur de perdre. Pour gagner, il faut apprendre à perdre. Alors si tu veux du très très sûr, tu peux gagner un peu, mais tu ne gagnes pas beaucoup. J'ai acheté mon appartement, j'avais presque 50 ans. Donc je vois que les gens en France, ils sont obsédés par leur résidence principale, par acheter leur résidence secondaire. Je les vois tous leur cursus. Tout ça, ça m'a toujours paru de la foutaise, quoi. Tous ces placements à la con, avec la recherche de l'optimisation fiscale, c'est des limites parce qu'au bout d'un moment, vous dites ah bah vous pouvez revendre maintenant. Ah j'ai dit mais c'est bizarre. J'aimerais faire un truc comme ça, c'est bizarre. Je vais le revendre le prix que je l'ai acheté. Il dit oui mais docteur, vous avez fait une économie d'impôt. Je dis mais j'en ai rien à foutre moi de l'économie d'impôt. J'aurais voulu faire une affaire. Ce que je veux dire, c'est parce que l'argent que vous m'avez fait mettre là, c'est de l'argent que j'ai transpiré. Est-ce que tu penses que les médecins auraient besoin d'avoir un minimum de formation pour gérer le Bien sûr, patrimoine? bien sûr. Ouais. Bien sûr qu'ils ont besoin de savoir de comprendre les tenants et aboutissants. Non, je pense qu'on a besoin de personnes de confiance. Moi, j'ai été contacté par c'était à la mode, beaucoup d'assureurs qui venaient. Le docteur machin m'a dit de venir vous voir, le docteur machin m'a dit de venir vous voir. Alors je me suis laissé faire 1 ou 2 fois et j'ai fait que des mauvaises affaires dans ces trucs-là. Il faut vraiment des gens qui dont c'est le métier, qui s'établissent, ils ne sont pas là pour faire des coups, ils sont là pour faire du long terme. Pérenniser une relation voilà. à long terme. On va faire ça en 2025, ça on le fera en 2028, ça on le fera en 2030, et puis quand votre fils fera ça, on fera ça en 2030. Parce qu'il y a quelque chose dont je voulais te parler, c'est l'intelligence artificielle. Il est certain que du point de vue administratif, du point de vue rédactionnel, l'intelligence artificielle va nous clouer. Mais il y a une chose qu'elle ne pourra pas faire, c'est le face-to-face, le regard. C'est la discussion, d'homme à homme. C'est là où le contact humain va prendre de l'importance. Parce que c'est là où ils vont pouvoir prendre du temps avec leurs malades, avec les consultants, avec les gens qui s'occupent de leur patrimoine, etc. C'est pour ça que les deux vont avec, quoi. Tu y vois quelque part un retour à l'essentiel? Ah bien sûr, à l'homme. Voilà, à l'homme. Bien sûr, bien sûr, il va libérer l'homme. C'est une machine-outil. Hein. Max, pour conclure, quelle image souhaiterais-tu laisser de toi sur cette terre, en tant qu'homme, en tant que médecin, en tant que chercheur finalement, entrepreneur, enseignant
ou quelqu'un qui a essayé de bien faire les choses en aspirant vers une certaine forme de sainteté, quoi. C'est-à-dire en essayant de garder l'essentiel. L'essentiel qui est Qui est l'homme. C'est l'amour de l'homme.